On nous a répété que, le 13 octobre 1307, les Templiers furent simplement arrêtés. Pourtant, à l'aube, 18 galions fantômes quittant La Rochelle, chargés d'un trésor que nul inventaire ne nomme. Si la flotte a fui, où s'est-elle volatilisée ? Au large d'Oléron, dans un port interdit des Açores, ou bien au-delà de la carte ? Le 13 octobre 1307, le soleil se lève sur La Rochelle comme un poignard de lumière dans le dos du monde. Je suis là, accoudé au parapet du vieux port, et je sens encore la sueur de peur qui suintait des pierres. Les gars du coin racontent que ce matin-là, le vent avait le goût de fiel et de fumée, un goût de faim. Pas un cri de mouette, pas un clapotis de vagues. Le silence s'était fait si lourd qu'il écrasait les poitrines comme un pressoir. Imagine-toi, toi qui écoutes 35 000 halles dans la cité et pas un chat pour miauler, les échoppes restées closes, les carrelets à sec, les cabestans tournés vers le large comme des juges qui se détournent. Et puis, ce bruit de chaînes qu'on largue en vitesse, de voiles qui claquent comme des bannières de révolte, de gouvernails qui grincent dans leurs aprons comme des dents sur de l'os. 18 silhouettes noires, déjà hors de portée, déjà fantômes. Moi, j'ai retrouvé le regard de Berthe la fileuse, centenaire aujourd'hui, mais gamine de 8 ans ce jour-là. Elle m'a dit « J'ai vu les galions cracher leur écume, et l'écume était rouge. » Rouge de quoi ? De soleil levé ? De vin renversé ? De sang ? Elle ne sait plus. Elle sait seulement que les cordages fermaient les bras des hommes en aubergeons, que les capitaines ne criaient plus, qu'ils chuchotaient des ordres brefs, des prières, des adieux, et que sur la dunette du dernier bâtiment, un type drapé dans un manteau blanc, oui, alors que la règle voulait le noir et la croix rouge, a levé un parchemin, l'a brandi vers la ville, l'a serré contre son cœur, puis l'a jeté à la mer. Un parchemin scellé de cire verte, couleur d'espoir trahi. Personne ne l'a ramassé, la marée l'a avalé, et avec lui, le nom du lieu où la flotte devait se retrouver. Dans les archives municipales, j'ai passé des nuits à éplucher les registres de perception. Le 12 octobre au soir, on dénombre 172 barils de blé, 25 tonnes de sel, 13 caisses de cierge, 8 ballots de laine. Le 14, il n'en reste rien. Rien. Comme si la ville avait expiré et oublié de reprendre souffle. Les écrivains de l'époque, ces petits greffiers timorés, ont barré des pages entières d'un trait de plume si violent que le papier en porte encore la cicatrice. J'ai vu de mes yeux ces trous de mémoire. J'ai senti la panique qui fait trembler l'encre. De par le roi, cacheté à double tour, défendu de mentionner. Ils n'ont pas fini leur phrase. Ils ont laissé la peur la terminer à leur place. Et les Templiers eux-mêmes, on les dit surpris dans leurs draps à l'aube. Mensonge. À La Rochelle, ils étaient déjà partis depuis la veille, remplacés par des hommes de l'ombre, des frères convers dissimulés sous des capuches de moines, des sergents payés pour garder le silence. J'ai retrouvé la trace d'un certain frère Guillaume de Plassac, précepteur du commanderie local. Sa dernière volonté, rédigée la nuit du 12, commence par « Si je ne reviens pas, que l'on sache que la mer est plus grande que la haine des rois. » Il signe, attache à son poignet une clé de fer et disparaît. La clé, aujourd'hui, est au fond d'une collection privée à Bordeaux. Elle ouvre rien. Ou plutôt, elle ouvre un vide en forme de cœur brisé. Je suis descendu dans les souterrains de la tour de la Chaîne, là où les galions amarraient d'ordinaire. Les murs suintent encore l'odeur de goudron et de peur. Sur la dernière pierre avant le quai, j'ai trouvé une croix pâtée griffonnée à la dague. Et, en dessous, la date, 12 Atas MCCC Vos. Le chiffre 2 est biffé, remplacé par un tours. Le 13e jour, compris-je, celui qu'on n'avait pas prévu. Le jour où la planète a basculé. Car ce n'est pas seulement une flotte qui a fui, c'est le monde médiéval qui a pris la fuite. Le monde où la foi protégeait, où les ordres militaires servaient, où les rois respectaient Dieu avant leur propre ambition. En une nuit, La Rochelle est devenue la blessure par où s'échappe l'ancien temps. Les pêcheurs du coin m'ont confié un détail qui glace encore leur nuit. Au moment où la dernière voile a disparu,
le clocher Saint-Barthélemy a sonné 3 coups de trop. 3 coups sans raison, sans humain au bout de la corde. 3 coups qui, disent-ils, ont fendu la cloche. Depuis, chaque 13 octobre, à l'heure exacte du départ, la cloche se fend de nouveau, microscopiquement. Les experts parlent de fatigue du bronze. Les vieux, eux, savent que c'est le cœur de la ville qui craque, chaque année, en souvenir de ce qu'elle a laissé partir. Alors, imagine l'écume, le craquement des mâts, les hommes qui ne se retournent pas. Imagine les caisses qu'on hisse, si lourdes qu'il en faut 6 pour les soulever, et qui sonnent comme des coffres à trésors, mais aussi comme des cercueils. Imagine les femmes restées sur le quai, mains jointes, lèvres mordues jusqu'au sang, qui ne pleurent pas pour ne pas gonfler les voiles de leur mari. Imagine les enfants qu'on bâillonne pour qu'ils n'appellent pas papa au moment du départ. Et au-dessus de tout cela, le cri d'un goéland qui n'est pas un goéland, un cri humain, étouffé, peut-être celui du frère Guillaume, peut-être le tien, peut-être le mien, un cri qui dit « Souvenez-vous ». Car ce matin du 13 octobre 1307, La Rochelle ne s'est pas seulement vidée de ses fangs templiers, elle s'est vidée de sa certitude. Le port, autrefois fierté, est devenu une bouche béante. Les fortifications, autrefois protection, sont devenues prison. Et les étoiles, autrefois guides, sont devenues aveugles. Depuis, chaque fois qu'un bâtiment appareille, quelqu'un murmure. Et s'il revenait ? Chaque fois qu'un cargo disparaît des radars, quelqu'un chuchote, ils ont repris le même chemin. Moi, j'ai dormi sur le quai la nuit dernière. J'ai fermé les yeux et j'ai senti la ville trembler. Pas de vent, pas de camion, pas de vagues. La terre elle-même qui tremble, comme un animal qui reconnaît l'odeur de son ancien maître. J'ai ouvert les yeux, rien. Seulement la lune, ronde, impassible, qui regardait vers l'ouest, vers l'Atlantique, vers le vide. Et j'ai compris que La Rochelle, ce jour-là, n'a pas perdu une flotte. Elle a perdu son âme. Elle l'a confiée à 18 coqs de chêne, à des hommes qui savaient déjà qu'ils ne reviendraient voir pas, à des coffres qu'on ne rouvrirait jamais, et que depuis, elle attend. Elle attend que le vent tourne, que la marée change, que la croix pâtée rejaillisse de l'eau. Elle attend que le parchemin vert ressurgisse, déchiré mais lisible, pour qu'enfin on lui dise où est passée sa mémoire. Alors, quand tu marcheras sur les remparts, écoute le bruit de tes pas. Si tu entends un écho plus lourd, plus ancien, c'est peut-être celui des Templiers qui embarquaient. Si tu sens une brume plus salée, plus amère, c'est peut-être celle de leurs larmes. Et si, au détour d'une ruelle, tu croises un vieux marin au regard trop bleu, trop profond, demande-lui l'heure. S'il te répond, il est toujours 13 octobre 1307. Ne discute pas. Incline la tête, laisse-le passer. C'est un gardien de la flotte fantôme, un gardien de la cicatrice. Je sens encore le goudron tiède sur mes doigts quand je replie le parchemin que j'ai dérobé dans la cave d'un armateur rochellois. Sur la feuille, pas de croix pâtée, mais 18 petites silhouettes noires, pointes d'épée dressées vers l'ouest, et en marge, des chiffres qui font encore trembler les capitaines modernes. 420 tonneaux, 160 rameurs, 40 arbalètes, 3 tonnes d'or en lingots, 7 reliques, 2 tonneaux de parchemin, un coffre scellé. 18 fois ces lignes, comme un comptable d'outre-tombe qui répète l'impossible. 18 galions. Pas des naves cogues ni des saïques méditerranéennes, mais des caracas atlantiques à coque de chêne anglais bordés de plomb, capables d'avaler la mare Ténébrosum sans se fendre. On nous ment quand on nous dit que les Templiers étaient un simple chevalier terrien. Leurs vraies bottes, c'était le cuivre des gouvernails, leurs vraies églises, des cales où l'encens se mêlait à l'iode. Imagine la cale d'un de ces bâtiments, celle que j'ai visitée en secret à l'abri des chiens de garde du musée de La Rochelle. Le pont inférieur, haut de 2,50 mètres à peine, sent encore l'huile de baleine et l'écorce de térébenthine qu'on brûlait pour faire fuir les rats. Les membrures sont si larges que tu poses de 2 mains à plat sans couvrir la moitié du chêne. Les clous, forgés à Pont du Château, chacun porte la molette d'un compagnon tourneur dont la marque ressemble à un delta renversé. Symbole de passage, de delta, de changement de continent. Entre deux couples, des sacs de jute encore cousus à la main,
vides aujourd'hui. Mais quand tu les frottes, ça pue l'encens de l'église du Saint-Sépulcre. J'ai glissé mon couteau suisse dans l'un d'eux. La pointe a frappé quelque chose de dur. Une tablette de cire peut-être, ou bien le seau de cire d'un document qu'on n'a jamais livré au roi. J'ai refermé le sac, le cœur tambouriné par la certitude que la cargaison n'a pas disparu. Elle s'est seulement déplacée dans le temps. Capacité de charge, 180 tonnes de marchandises réparties entre la cale basse et les entrepôts. Cela paraît peu à côté d'un cargo actuel, mais multiplie par 18 et tu obtiens 3140 tonnes, l'équivalent de 140 camions modernes. Et l'or ? Les registres de la commanderie de Pence, ceux que le Vatican n'a pas brûlés, parlent de marques d'or blanc affinées dans les fonderies de la Bissorte, près des mines de Gardette. 35 marcs par galion, soit 8,7 kg chacun, multipliés par 18, 156 kg d'or pur. Mais ce n'est que la partie visible. Les rumeurs de la taverne, la sirène déchaînée, affirment que chaque galion dissimulait aussi une table d'or, une plaque de 50 kg frappée des armoiries du temple, utilisée comme lest amovible. Si elles existent, ces tables, elles pèsent aujourd'hui 900 kg, assez pour financer une petite guerre ou acheter le silence de 10 générations d'archivistes. Passons aux armes. 30 balistes par vaisseau, cordes en boyaux de baleine tendues par des crics en acier damassé. Les carreaux, en chêne de Bourgogne, lestés par des pointes en fer de Lorraine trempées dans l'eau bénite de Clairvaux. Je tiens l'un d'eux entre mes mains. Il mesure 1,42 m, poids 3,2 kg. Le fustier qui me l'a confié affirme qu'un seul de ces carreaux transperce 2 hommes en côte de maille et cloue encore la 3e à la membrure. 40 arbalétiers, donc par galion, soit 720 soldats prêts à défendre le trésor. Ajoute les marins d'équipage, 120 hommes au total, 2160 marins sur la flotte, une armada capable de tenir tête à la flotte royale, du moins assez longtemps pour s'évanouir dans l'Atlantique. Et les reliques ? Ici, le parchemin devient brûlant. J'ai collé pendant 3 nuits les fragments découverts dans le grenier d'un ancien prieur hospitalier. 3 lignes en latin macaronique. Calix SS, vasis in quo. Sanguis. Le calice, le saint-suaire, la couronne d'épines. Impossible de déchiffrer, mais le sceau est là. Rouge sang séché. La bulle du pape Clément encore attachée par un fil d'or. Le compagnon tourneur m'a murmuré que chaque galion abritait une relique différente. Non pour la vénération, mais comme carte de crédit spirituel. Qui possède la vraie croix peut négocier avec les rois, les califes, voire les dieux anciens que les Templiers ont croisés en Terre Sainte. J'ai mesuré l'épaisseur du coffret décrit dans la marge, 47 cm. Exactement la longueur d'un fémur de géant selon la tradition médiévale. Qu'y mettons de si long ? Un os de dragon ? Un sceptre d'avant le déluge ? L'angoisse me noue la gorge. Le trésor n'est pas corps, il est clé. Côté navigation, les galions étaient des forteresses hautes flottantes, mais aussi des laboratoires. J'ai retrouvé dans les archives départementales un plan de coffre à compas daté de 1288. Le compas n'est pas celui que tu crois. Il s'agit d'un carré de cuivre percé de 9 trous, chaque trou correspondant à un vent différent. On y glissait une aiguille aimantée trempée dans l'urine de baleine, l'acide urique protégeant l'aimant de la rouille. Le tout calé dans un bocal de cèdre libanais, hermétique. Le pilote templier pouvait ainsi lire la dérive latérale due au Gulf Stream, 5 siècles avant que Newton ne nomme la force de Coriolis. Imagine 18 navires synchronisés par ce système. Ils ne fuyarent pas au hasard. Ils suivaient une route codée, un méridien secret tracé sur des portulans que seuls les maîtres de l'ordre pouvaient en lire. Je n'ai pas que des parchemins, j'ai aussi les os. Sous la dalle de l'ancien cimetière des protestants, à côté de la tour de la Chaîne, gît un squelette sans nom, découvert en 1978. Crâne brachycéphale, tronc long, mains disproportionnées, index et majeur de la même longueur, preuve d'une traction répétée sur des cordages lourds. Le médecin légiste a mesuré les épaules, 54 cm de large, adaptation à l'effort de manœuvre. Date au carbone 14, entre 1280 et 1320. Sur la côte gauche, une entaille triangulaire, cicatrisée, baliste.
Ce gars-là a servi sur un galion. J'ai placé sa mandibule sous mon microscope. Trace de mercure, le même qu'on utilisait pour amalgamer l'or. Il a respiré la poussière du trésor. Il en a gardé le poison dans les gencives. Je l'appelle l'homme de la cargaison. Et quand je ferme les yeux, je le vois, nu-tête, hissant une planche d'or sous la sirène d'un capitaine qui chante en latin. Et les femmes? On oublie toujours les femmes. Pourtant, une liste de bord, échappée du Brasero de Philippe le Bel, mentionne Sibylle de Pont, veuve, infirmière, apothicaire, montée à bord de la nef Sainte-Véronique avec 16 sœurs. 16 femmes par galion, soit 288 au total. Pourquoi? Parce que le trésor n'est pas mortel. Il est aussi virulent. Les reliques saignent, les archives mordent, l'or des Templiers est imprégné d'une bactérie que les croisés ont ramenée des cryptes de Tyr. Seules les guérisseuses savent le neutraliser avec un macérat d'absinthe et de suie de chêne. J'ai retrouvé la fiole, verre soufflé si fin qu'on dirait une bulle d'air, encore collée par un résidu vert. Elle sent l'amertume de la mer Noire. Je l'ai reniflée. J'ai dormi 10 heures d'un coup, rêvant d'une cité engloutie où des chevaliers en armure d'or marchèrent sur le fond sans se noyer. Alors, combien vaut la cargaison? Si tu n'es que banquier, multiplie 156 kilos d'or par le cours du jour. Ajoute les artefacts vendus aux enchères, tu atteins 2 milliards d'euros. Mais si tu es chercheur, le prix devient infini. Des chroniques qui réécrivent 1000 ans d'histoire, des cartes qui déplacent les frontières du monde connu, des reliques qui remettent en cause la foi elle-même. Et si tu es marin, tu sais que la cargaison la plus lourde, c'est le secret. Il pèse sur la quille, fait gîter le bord, oblige le pilote à choisir entre couler ou disparaître. 18 galions l'ont emporté. 18 galions qui, chaque nuit de tempête, frappent le fond de mon crâne comme autant de coups de sabre sur une porte close. Je sens encore le parchemin sous mes ongles ce matin-là, quand j'ai brisé le plomb scellé de la bibliothèque municipale de La Rochelle. Une odeur de moisi, de cire chauffée, et puis cette autre odeur, plus ancienne, celle de l'encre qui a peur. Car ces cartes n'ont pas été dessinées pour être vues. Elles ont été tracées pour être oubliées. J'ai déroulé le premier portulan à la lueur d'une lampe frontale. Le papier a gémi, comme une côte qui se brise. Là, sous mes doigts, la côte atlantique n'était plus la côte que nous connaissons. Elle avait une entaille, une morsure, juste au sud de l'île d'Oléron. Un gouffre dessiné en rouge vermillon, avec, en marge, une note griffonnée en latin maculé. Ixun naufraga regum. Ici, gisent les naufrages des rois. J'ai senti mon pouce s'accélérer. La mer n'était plus un espace, elle était une trappe. J'ai passé des semaines à déchiffrer ces cartes, cachette après cachette. D'abord, il y a eu ce parchemin cousu à l'intérieur d'un missel du XIVe, trouvé dans la sacristie de l'église Saint-Sauveur. Le prêtre m'a regardé avec des yeux de chien battu. Je croyais que c'était une prière, a-t-il murmuré. Il s'est signé 3 fois en voyant la croix pâtée qui servait de rose des vents. Sur ce parchemin, pas de saint, pas de vierge, mais un labyrinthe de lignes qui coupe l'océan en dalles parfaites, comme un dallage de cathédrale. Au centre, un triangle noir, et autour, des chiffres, 7, 13, 21, 34. La suite de Fibonacci, mais en partant du jour de leur chute. J'ai calculé 7 octobre, 13 octobre, 21 octobre. Chaque date correspond à une lune nouvelle. Ils sont partis quand la mer était un miroir sans tache, quand aucune étoile ne pouvait les trahir. Un soir, j'ai retrouvé Berthe la fileuse sur le quai. Elle m'a tendu un vieux cabiai couvert de cambouis. C'est mon arrière-grand-oncle qui l'a eu d'un gabier, m'a-t-elle dit. Il disait que c'était la clé pour rentrer quand on est déjà mort. J'ai ouvert le cabiai. À l'intérieur, des pages arrachées à un portulan, mais retournées. Comme si la terre et la mer avaient échangé leur rôle. Les montagnes portugaises deviennent des fosses sous-marines. Les plateaux Canaries deviennent des îles flottantes. Et, au milieu, une ligne rouge, sinueuse, qui part de La Rochelle, contourne l'archipel des Açores, puis plonge vers le sud-ouest, jusqu'à un point marqué d'une croix renversée. J'ai recopié la ligne sur ma propre carte.
Elle épouse exactement le Gulf Stream, mais en sens inverse. Ils ne fuyèrent pas vers le nord, ils remontèrent vers le courant comme on remonte le temps, vers quelque chose qui existait avant l'Atlantide, avant l'étoile polaire, avant que les compas ne mentent. J'ai creusé plus loin. Aux archives départementales, j'ai demandé les registres de douane de 1305 à 1309. Le conservateur m'a regardé comme si je lui demandais sa femme. « Il n'y a rien », a-t-il répondu. « Tout a brûlé en 1472. » Mais il a détourné les yeux, et j'ai vu sa main droite se crisper sur une clé accrochée à son revers. J'ai attendu la nuit. J'ai grimpé par la lucarne. J'ai marché sur les poutres comme un funambule. Dans une armure en acajou, j'ai trouvé une malle fermée par un cadenas à croix. J'ai utilisé la clé que le frère Guillaume avait laissée à Bordeaux. Elle a tourné comme dans du beurre. À l'intérieur, pas de pièces, pas de reliques, mais une liasse de cartes sur cuir de baleine. Le cuir sentait encore l'huile de foie de morue, celle qu'on utilise pour imperméabiliser les voiles. J'ai déplié la première. C'était une carte du ciel, mais vue d'en dessous. Les constellations étaient inversées, comme si un dieu les regardait à travers le fond de la terre. Et, sur cette voûte renversée, j'ai reconnu le même triangle noir, mais cette fois entouré de runes. J'ai traduit mot à mot. Quand le triangle boira la lumière du triangle, la porte s'ouvrira. J'ai regardé ma montre. Il était 3h33. J'ai levé les yeux. Par la lucarne, la constellation du triangle d'hiver brillait droit au-dessus de la tour de la chaîne. J'ai compris qu'ils avaient navigué selon un ciel qu'on ne voit jamais, un ciel que seuls les morts peuvent remplir. Le lendemain, j'ai pris le bateau pour l'île d'Oléron. J'ai loué un petit pêcheur, un gave au regard de mer d'huître. « Tu vas où » m'a-t-il demandé. « Là où les sondeurs ont peur », ai-je répondu. Il a eu un rictus. Il a allumé son moteur sans un mot. Au large de Boyersville, il a tué le moteur. « C'est ici » a-t-il soufflé. « Regarde !» J'ai mis la tête dans l'eau. La mer était si claire qu'on voyait 30 mètres plus bas. Et là, couchée sur le sable, une dalle de pierre parfaite, rectangulaire, avec la même croix pâtée que sur le portulan. J'ai plongé. J'ai touché la pierre. Elle était tiède, comme si un cœur battait dessous. J'ai gratté le sable. Il y avait une fente, un interstice. J'ai glissé le doigt. À l'intérieur, du parchemin. Encore et toujours. Je l'ai arraché. Il était couvert de chiffres. Mais ces chiffres n'étaient pas latins. Ils étaient arabes. Et pourtant, pas arabes non plus. J'ai reconnu la numération géorgienne, celle qu'on utilisait à Jérusalem au XIIe siècle. Je l'ai traduit. 18, 18, 5, 14, 20, 5, 18. J'ai compris. R-E-N-T-E-R. Rentrer. Mais où ? J'ai regardé autour. La dalle formait un triangle parfait avec deux autres pierres, plus lointaines, invisibles depuis la surface. J'ai mesuré les angles. 60 degrés, 60, 60. Un triangle équilatéral, orienté plein nord, comme une flèche vers le pôle. J'ai nagé vers le nord. À 100 brasses, une autre dalle, puis une autre, et une autre, 18 dalles, 18. Comme les galions, chaque dalle portait une lettre. J'ai recopié R, O, C, H, E, L, A, M, A, R, I, A, M, A, G, D, A, L. Rochelle, Maria Magdalena. La ville sainte, la femme qui portait le vrai Graal. Ils avaient là laissé leur nom au fond de l'eau, comme un ex-voto inversé. Comme si la mer était leur cimetière, et la terre leur tombeau. Je suis remonté, hagard. Le pêcheur m'a regardé. « Tu l'as vu ?» a-t-il dit. Pas une question, une constatation. Il a sorti de sa poche une petite boussole de poche, mais l'aiguille tournait dans le sens inverse. « C'est elle qui tourne la terre », a-t-il murmuré. « Pas nous. » Il m'a ramené au port. J'ai couru à l'hôtel. J'ai étalé toutes les cartes sur le lit. J'ai superposé les lignes. La ligne rouge du Gulf Stream renversée, le triangle des dalles, la croix renversée du ciel. Et j'ai vu. J'ai vu la figure complète. Une étoile à 5 branches. Mais la 5e n'était pas une branche. C'était une faille. Une faille qui partait de La Rochelle, plongeait vers les Açores, remontait vers l'Islande, redescendait vers les Canaries.
et revenaient. Un pentagramme marin, un cercle de protection ou un piège. J'ai compris que les Templiers n'avaient pas fui avec un trésor. Ils avaient fui avec une carte. Une carte qui n'indiquait pas un lieu, mais un moment. Un moment où la terre et la mer échangent de leur place. Un moment où les morts peuvent revenir sans être vus. Un moment que seuls ceux qui ont navigué sans étoiles peuvent lire. J'ai photocopié toutes les cartes. J'ai scanné les runes. J'ai envoyé les fichiers à un cryptographe de Brest. Il m'a répondu en pleine nuit. Efface tout. Puis un second message. Ils utilisent la mer comme un chiffre. Chaque vague est une lettre. Chaque marée est un mot. J'ai regardé par la fenêtre. La mer montait. J'ai lu le message jusqu'au bout. Si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont laissé passer. Mais ne crois pas que c'est gratuit. La prochaine marée, ce sera ton nom qu'on gravera sur la dalle. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai entendu la pluie taper sur les carreaux. Mais ce n'était pas de la pluie. C'était le bruit des chaînes qu'on hisse, des voiles qu'on déplie, des gouvernails qui cherchent leur chemin. Je suis descendu au port. Le brouillard s'était levé. Au milieu, une silhouette, un manteau blanc. Il a levé la main. Il tenait un parchemin. Il l'a déplié. J'ai vu. C'était ma photo. Ma photo, imprimée à l'encre de sèche, collée sur un portulan vierge. Il a souri. Il a tourné les talons. Il a disparu dans la brume. J'ai couru. Rien. Seulement, sur le quai, une goutte de cire verte. Encore. Je suis là, debout sur la coque du Marie Galante. Un chalutier à flanc rouillé que j'ai affrété avec la dernière rallonge de mon crédit. Et je fixe l'écran multifaisceau du sondeur, comme un enfant qu'on aurait laissé seul devant un tableau de maître interdit. L'aube est grise, la mer est grise, mon âme est grise, mais l'écran, lui, crache une lumière verte qui me brûle la rétine. À 47 mètres de fond, il y a quelque chose qui ne devrait pas exister. Une traînée rectiligne de 125 mètres de long, parfaitement alignée sur l'axe nord-sud, avec des échos durs qui répondent comme des os frappés sur une cloche. Je tends l'oreille. Le bip-bip du sondeur ressemble au râle d'un vieux templier qu'on aura oublié au fond de l'eau. Je fais tourner le moteur au point mort. Je largue l'ancre de fortune en acier galvanisé et je me glisse dans la combinaison néoprène qui sent encore la peur de la veille. Le plongeur que j'ai embauché à la cotinière, Joris, me regarde avec des yeux de rat noyé. « T'es sûr qu'on descend seul ? Il y a des courants de mort par ici. » Je ne réponds pas. Je n'ai plus de voix. J'ai juste la mémoire du plan bathymétrique que m'a filé le capitaine de la station de la Palisse, celui qu'on n'a pas censuré à temps. Une zone interdite, un carré noir au large d'Oléron, entre la pointe de Chassiron et le phare de la Baleine. Un endroit où les cartes marines s'arrêtent net, comme si quelqu'un avait arraché la page. Le nom du carré ? Z47. Le surnom des pêcheurs ? Le trou des Templiers. La descente est glaciale. À 20 mètres, la lumière devient verte, puis brune, puis noire. J'allume mon projecteur LED 3000 lumens. Le faisceau fend l'eau comme une épée. Et là, je le vois. Lui, l'épave. Pas un bateau, pas une coque, mais un alignement de pierres rectangulaires posées sur le sable comme des dominos géants. Chaque pierre mesure 2 mètres de long, 1 mètre de large, 50 cm d'épaisseur. Elles sont taillées à angle droit, avec des joints si serrés qu'on n'y glisse pas une lame de couteau. Sur la face nord, une croix pâtée est gravée à la dague, encore visible malgré les fourmillons de Bernacle. Je m'approche. Je pose ma main gantée sur la croix. J'ai la sensation de toucher une veine qui pulse. Le courant me pousse, je m'accroche. Je sens le froid du granit, mais aussi une chaleur intérieure, comme si la pierre se souvenait du feu des fours médiévaux. Joris me rejoint en haletant dans le détendeur. Il me montre son sondeur de poche. La traînée rectiligne continue sur plus de 500 mètres, puis fait un angle parfait de 33 degrés vers l'ouest. 33 degrés. Le nombre sacré, l'âge du Christ, le grade suprême du temple. Je frissonne, nous suivons la ligne. À chaque croisement, il y a une pierre plus grande, ornée d'une cavité carrée, comme un socle. Un socle pourquoi ? Pour une statue ? Pour un mât ? Pour un coffre ? Je glisse ma main dans l'une des cavités. Il y a dedans un bloc de plomb, fondu, durci, mais encore marqué d'une empreinte.
La tête d'un bélier, symbole des ports de La Rochelle. Le plomb est lourd, si lourd que je dois le lâcher. Il retombe dans sa cavité avec un bruit sourd, comme un tambour qui appelle les morts. Remontée urgente. Nos bouteilles de 15 L à 200 bars descendent trop vite. Sur le pont, j'étale mes photos sur la table de cartographie. Le logiciel de bathymétrie génère une image 3D. L'alignement de pierres forme une flèche géante, pointée vers l'ouest-sud-ouest, exactement dans l'axe de la passe de la Gironde, vers l'Atlantique, vers l'inconnu. Je superpose la carte marine actuelle. La flèche coupe en diagonale la faille d'Oléron, une faille sismique inactive depuis le XIVe siècle. Je fais défiler les archives du CHOM, Service hydrographique et océanographique de la marine. En 1976, un sous-marin de recherche a détecté ici des anomalies magnétiques, mais le rapport a été classé « confidentiel défense ». Je contacte un vieux légionnaire à la retraite, surnommé « le requin », qui a piloté le sous-marin. Il me répond à voix basse « On a vu des pierres droites, trop droites. On a dit que c'était une ancienne digue romaine. Mais les Romains n'ont jamais construit ici. Et les pierres avaient des croix. » Il raccroche. Je n'ai plus de doute. Deuxième plongée, à la nuit tombante. Cette fois, j'emporte une caméra GoPro stabilisée. Je descends le long de la flèche. À 300 mètres du point d'ancrage, la ligne de pierre s'interrompt. Au milieu du sable, il y a un cratère parfait, de 10 mètres de diamètre, comme si une météorite s'était écrasée. Au fond du cratère, une épave de bois. Pas un galion, pas une caraque, mais une chaloupe de chêne, de 8 mètres de long, intacte, les coutures encore goudronnées. À l'intérieur, il y a des coffres de fer, rouillés, mais fermés à clé. Je n'ai pas de clé. J'ai mes mains, j'ai mon couteau, j'ai ma peur. Je force le premier coffre. Dedans, des parchemins, des centaines de parchemins, enroulés, serrés, imprégnés d'huile de lin. Je déroule un parchemin, c'est une carte marine, mais pas comme les nôtres. Les côtes sont dessinées avec une précision millimétrique, les profondeurs indiquées en coudées médiévales, les courants représentés par des flèches spirales. Au centre de la carte, il y a une île qui n'existe pas, une île en forme de croix pâtée, une île nommée l'autre rive. Je remonte les parchemins, je les glisse dans mon sac étanche, je remonte à la surface. Joris me regarde, il sait que je viens de toucher l'impossible. Sur le pont, j'étale les parchemins sous la lampe. L'un d'eux est un portulan, un vrai, celui que les Templiers appelaient le portulan du diable. Il indique des routes que les navigateurs modernes ne connaissent pas. Des courants d'eau chaude qui remontent sur Terre, du fond de l'Atlantique, des dorsales sous-marines qui servent de routes secrètes, des îles éphémères qui n'apparaissent que lorsque la Lune est en conjonction avec Vénus. Sur la marge, une note griffonnée. Si la flotte est poursuivie, suivre la ligne de pierre jusqu'au cratère, prendre la chaloupe, attendre la marée de sang. La marée de sang, c'est le nom que les pêcheurs donnent à la marée rouge, celle qui emporte les algues toxiques, celle qui tue les poissons, celle qui rend les hommes fous. Troisième plongée, à l'aube. Cette fois, je ne suis pas seul. J'ai embarqué une archéologue, Claire, spécialiste des épaves médiévales. Elle descend avec moi. Elle voit la flèche de pierre, elle pâlit dans son masque. Elle gratte une bernacle. Dessous, il y a une inscription, en latin, mais pas du latin ecclésiastique, du latin soldatesque. Hic iacet navis templi, custos thesauri, qui movet mundum. Ici repose le navire du temple, gardien du trésor. Qui le déplace le monde. Claire tremble. Elle sait que nous ne sommes pas sur une simple épave. Nous sommes sur un sépulcre flottant, un sépulcre qui attend. Attend quoi? Attend qui? Attend le moment où la flotte reviendra, où la croix pâtée rejaillira de l'eau, où le trésor reprendra vie, remonter. Claire me dit, « Tu sais ce que tu as trouvé? Tu as trouvé la route que les Templiers ont empruntée pour fuir. Ils n'ont pas coulé. Ils ont construit une route sous la mer, une route de pierre, une route de plomb, une route de sang. » Je regarde l'horizon. Le soleil se lève. La mer est rouge. Pas rouge de sang, rouge de lumière. Mais c'est la même couleur. Je ferme les yeux. J'entends le bruit des chaînes qui se tendent, des voiles qui claquent, des hommes qui chuchotent.
Je sens la ville de La Rochelle qui tremble, là-bas, au loin, comme un chien qui reconnaît l'odeur de son maître. Je sens la flotte fantôme qui remonte la route de pierre, qui suit la flèche, qui vient chercher ce qu'elle a laissé. Et moi, je suis là, planté sur mon pont, avec mes parchemins, mes pierres, mes secrets. Je suis le gardien du trou des Templiers, le gardien de la cicatrice qui saigne encore. Je sens la brume des Açores me griffer la gorge quand j'atterris à Horta, sur l'île de Fayal. L'odeur est celle d'un volcan qui fume encore dans son sommeil, soufre, iris de mer, et cette note de cuivre brûlé que je n'avais rencontrée qu'à l'intérieur des coffres templiers. Le taxi me dépose au port. J'ai les jambes lartopesant en coton. Pas du décalage horaire, mais du temps lui-même qui se plie. Car ici, les horloges avancent ou reculent selon la houle, et les marins boivent leur gin en regardant le soleil se lever à l'ouest, persuadés que c'est normal. Je m'assieds sur le même banc que les capitaines avant leur grand large. Le bois est rongé par des initiales. Je les compte, 18. 18 lettres, 18 galions, 18 fantômes qui ont choisi cette île comme étape, ou comme tombe. Un vieux Fayalance, nom de baptême perdu dans la braise de l'accent, m'aborde. Tu sens le goudron de La Rochelle, mon garçon. Il n'attend pas ma réponse. Il déplie une carte marine. Pas celle de l'hydrographe, mais une feuille de cuir sombre où les profondeurs sont dessinées en relief, comme des cicatrices. Il pose son doigt sur un point à 100 milles au sud-ouest. Flores. Là-bas, la mer se souvient. Il replie la carte, la glisse dans ma main et disparaît. La carte est encore tiède. Elle a dormi contre son cœur. Je l'ouvre dans ma chambre à la lueur d'une lampe à pétrole. Les courbes de niveau ne sont pas bathymétriques. Ce sont des versets. Je traduis. Quand l'ombre de l'île dépasse l'île, le trésor change de visage. Je regarde par la fenêtre. Le Pico, montagne-île, projette sa silhouette au-delà de son propre rivage, droit sur Fayal. L'ombre est là, vivante, noire comme une nappe de pétrole. Le trésor est proche, ou il a glissé ailleurs. Je prends le ferry le lendemain à l'aube. Le moteur ronronne comme un gros chat mal réveillé. Autour de moi, des marins aux yeux de cendre qui ne parlent pas, qui écoutent la mer parler pour eux. Un type en ciré jaune, visage coupé en deux par une cicatrice en croix, me murmure « Tu vas voir des îles qui n'existent pas ». Il me tend une bouteille de rhum agricole. J'en bois. Une gorgée, ça me brûle les amygdales comme de l'acide. Il ricane « C'est pas pour réchauffer, c'est pour graisser la mémoire ». Puis il se lève, saute par-dessus bord. Personne ne bouge. Le ferry ne ralentit pas. J'ai la gorge nouée. J'ai bu la mémoire d'un homme qui n'avait plus besoin de son corps. À Flores, pas de quai, juste une échelle de corde contre la falaise. Je grimpe, main sanglante. Le village est un alignement de maisons en basalte, toit de tuiles roses, que le vent a lissé comme des dents. Une vieille femme, voile noir jusqu'aux chevilles, m'attend au sommet. Elle me tend un fuseau à filet. Tricote ta propre route, ou la mer le fera pour toi. Je marche derrière elle. Elle s'apaise quand elle parle portugais. Mais quand elle passe à l'occitan ancien, sa voix devient un gong. Elle me mène à une lagune intérieure, eau noire, surface d'huile. Au centre, une île, dans l'île. Une motte de terre haute de 10 mètres, coiffée d'un cyprès unique. Elle me dit, c'est le cœur. Quand le cyprès saigne, le trésor renaît. Je regarde, une résine rouge suinte de l'écorce, tombe goutte à goutte, dessine sur l'eau une croix pâtée qui ne s'efface pas. Je sens mes genoux se dérober. J'ai vu ce même cyprès sur un portulan de La Rochelle, mais il était à l'envers. Racine dans le ciel, branche dans les enfers. Je dors dans la chapelle abandonnée de Nossa Senhora do Rosario. Les murs sont peints de fresques écaillées. Des chevaliers à capuchon blanc qui brandissent des cartes à la place des épées. Sur l'autel, pas de Christ, mais une pierre ronde, trouée au centre, comme un gouvernail fossilisé. Je pose ma tête dessus. Elle vibre. Je rêve alors que je suis à bord du galion Sainte-Marie-Madeleine. La cale est pleine de caisses scellées, mais à l'intérieur, pas d'or, des glaçons. Chaque glaçon contient un instant. Le 13 octobre 1307 à 6h12. Une femme qui pleure, un enfant qui chante, un cheval qui hennit. Le steward me dit
Nous transportons le temps pour qu'il ne se perde pas. Il me montre la cargaison la plus lourde. Un bloc de glace transparent, au centre duquel bat un cœur humain, étiqueté Guillaume de Plassac. Je me réveille en sursaut. La pierre est tiède, humide, comme si elle avait transpiré mon cauchemar. Le lendemain, je descends vers la côte nord. Les falaises tombent à pic sur l'Atlantique, 150 mètres de basalte en colonne, comme l'orgue d'une cathédrale renversée. Un pêcheur de Limule m'attend dans une cave naturelle. Il allume une torche de résine. La flamme est verte, couleur de l'espoir trahi. Il me montre des graffitis, croix pâtées, mais aussi des navires à 3 mâts qui datent d'avant Christophe Colomb. L'un d'eux est surmonté d'une sirène à tête de bélier, symbole templier de l'agneau mystique. Le pêcheur tape sur la paroi. Le son est creux. Il pousse une dalle. Un tunnel s'ouvre, descend en spirale. Odeur de varech brûlé. Je le suis. Au fond, une cale sèche, haute de 15 mètres, longue de 50. Les poutres sont en chêne, mais nulle trace de rouille. Elles sont graissées à la sueur de baleine. Sur le sol, des ornières, des quilles. 18 empreintes, exactement la largeur des caracas que j'ai mesurées à La Rochelle. Le pêcheur murmure. Ils ont séché leur flotte ici, entre 2 marées. Puis, ils ont rebouché l'entrée avec la colère de la terre. Je touche les parois. Elles sont chaudes, comme si la lave dormante chauffait encore les souvenirs. Je remonte, hagard. Dehors, le soleil a déjà tourné. L'ombre du Pico a glissé, décalée de 30 degrés. Je comprends la phrase de la carte. Quand l'ombre dépasse l'île, le trésor change de visage. Il ne s'agit pas d'un lieu, mais d'un angle de lumière. Je cours au phare de Santa Cruz. J'escalade la tour interdite au public. En haut, la lanterne est éteinte, mais le miroir tournant est fissuré. Chaque fente projette un rayon vers l'ouest. Je regarde. Les rayons convergent sur un point de l'océan. 100 milles au large, là où la bathymétrie indique une bosse inexpliquée. Un plateau sous-marin de 60 km², à 100 mètres de profondeur. Les cartes l'appellent Banco das Rosas, mais les pêcheurs disent l'Antilla. Antilla, l'île fantôme des cartes portugaises du XVe, celle qui apparaît puis disparaît selon la lune. Je note les coordonnées 30 N 3145 W. Je les recopie sur le parchemin que j'ai arraché sous l'eau d'Oléron. Elles coïncident avec la croix renversée du Portulan. Le trésor n'est pas dans l'île. Il est sous l'île qui n'existe pas. Je descends, je trouve un capitaine au regard de cataracte. Il possède un voilier en bétègue, coque de pitchpin, voile en toile à voile encore imprégné d'huile de foie de requin. Je lui montre mes coordonnées. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non. Il gratte sa barbe blanche. Mon grand-père a PV là-bas. Il a ramené une planche. Il me la montre. C'est un panneau de coffre, chêne anglais, clouté avec les mêmes deltas renversés que j'ai vus à La Rochelle. Sur la planche, une inscription à l'encre de sèche, encore lisible. Sivi, Rovertar, Negavela. Si tu veux revenir, nie les voiles. Je comprends. Pour revenir, il faut renoncer à la voile, donc à la fuite. Il faut couler. Il faut devenir épave volontaire. Le capitaine me propose de partir à l'aube. J'accepte. Il me tend une veste de ciré jaune, la même que celle du type qui s'est jeté à la mer. Je sens la poche. Il y a une bouteille. Je l'ouvre. Dedans, un parchemin. C'est ma photo encore. Mais cette fois, je suis entouré de 18 silhouettes en manteau blanc. Au dos, une ligne. Le trésor, c'est toi. Quand tu auras oublié ton nom. Nous appareillons à 4h13, heure où la marée est au plus bas, où la mémoire touche le fond. Le vent est nul, le moteur ronronne comme une prière. Le capitaine éteint le GPS. Ici, seules les étoiles comptent, et elles mentent. Nous naviguons pendant 27 heures, chaque mile un siècle. Le soleil ne se lève jamais. Il glisse à l'horizon comme une pièce qu'on fait tourner sur la table. À la 28e heure, le sondeur indique 15 mètres, puis 10, puis 5. Le plateau se dresse sous nous, mais l'écho est étrange. Il renvoie non pas le fond, mais une image. Une image de 18 galions alignés, coque contre coque, comme une flotte en parade. Le capitaine coupe le moteur. Le silence est si dense qu'on pourrait le couper avec la même dague qui a tracé la croix sur la dalle d'Oléron. Il me dit
Descends. Je plonge. L'eau est tiède, plus claire que l'air. Je nage entre les épaves. Les coques sont intactes, mais recouvertes d'une algue rouge qui pulse comme des artères. À l'intérieur des cales, pas d'or, pas de reliques, des miroirs de bronze, 100 par galion, chacun gravé d'une date, 1307. Je touche un miroir. Mon reflet n'est pas moi, c'est le frère Guillaume. La clé au poignet, le regard vide. Il me tend la main, je la prends, mais c'est le miroir qui se brise. Chaque éclat devient une goutte de mercure, qui s'élève vers la surface comme des bulles d'air. Je remonte. À bord, le capitaine est pâle. Il me montre le sondeur. Les 18 silhouettes ont disparu. Il ne reste qu'une seule image. Mon visage, mais sans yeux. Il dit « Tu as ouvert la porte. Maintenant, elle se souvient de toi. » Nous revenons. Mais le vent s'est levé. Force 7 nous oblige à virer de bord. Les voiles claquent comme des livres qu'on referme. Je regarde derrière. Une île est là, immense, montagneuse, avec le cyprès au sommet. Mais elle n'était pas sur la carte. Le capitaine hurle « Ne la regarde pas !» Il saisit une hache, tranche les haubans. Le mât tombe, emporte la voile dans la mer. Nous dérivons. L'île s'approche, puis s'éloigne, puis se déchire en deux, comme une toile. Entre les deux moitiés, un passage. Un passage noir, sans fond, sans surface. Un passage qui respire. Je sens la mémoire me quitter. Mon prénom, mon âge, le goût du rhum. Il ne reste qu'une certitude. J'ai vu l'île fantôme. Elle n'est pas à Açores, ni à Madère, ni aux Antilles. Elle est là où le regard se brise. Elle est moi quand j'aurai oublié. Le sel me brûle encore la gorge, mais c'est sa voix que je ne parviens pas à oublier. Celle du vieux Joël le pilote, quand il m'a dit, les lèvres tremblantes de gin et de peur, j'ai vu leurs yeux phosphorescents sous la quille, capitaine, et ils me regardaient encore comme si j'étais le naufragé. C'était il y a 3 nuits, Anna Aesorta, bord du chalutier Saint-Guénol, au large de Groix, 2h17 du matin, houle de 2 mètres, Mistral qui fend la mer en lame de couteau. Je n'étais pas censé être là, moi l'ex-journaliste rochellois devenu chasseur d'ombre, mais j'avais besoin d'un témoin vivant, pas d'un parchemin. Joël m'a servi un verre de rhum, a baissé la voix, et la vérité a jailli comme une ancêtre hors de l'eau. Il navigue sans feu, sans écho, sans âme. 18 coques, j'ai compté, alignées comme des dents. Quand elles ont croisé mon faisceau, le faisceau s'est éteint. Pas de panne, le courant a coulé dans l'autre sens, les aiguilles de compas ont tourné à l'envers, et le poisson qu'on avait dans les filets s'est mis à sauter par-dessus bord comme s'il avait vu l'enfer. Il a montré sa main droite. 3 doigts manquent, rongés, dit-il, par une écume verte qu'on ne trouve dans aucun livre. C'est leur empreinte, a-t-il soufflé. Quand tu la touches, tu deviens leur mémoire. J'ai quitté le bateau à l'aube, j'ai enregistré notre conversation sur mon téléphone, mais à l'écoute, il n'y a plus que le grésillement des ondes. Plus une voix, plus un souffle, seulement un chant en latin faux, qui répète « Mar nostrum, morte vestra ». J'ai vomi sur le quai de l'Orient, et dans mes glaires, il y avait des parcelles de bois de chêne, imbibées de goudron, comme si mon corps voulait me dire qu'il avait déjà embarqué. 2 jours plus tard, j'étais à Rome, dans le quartier du Trastevere, à la terrasse d'un café dont le serveur porte encore la chaîne de Saint-Pierre autour du cou. J'attendais un contact, un prêtre réfugié de l'Archivio Segreto Vaticano, un homme que l'on nomme seulement Frère B, et qui, dit-on, a photocopié des milliers de pages avant de disparaître. Il est arrivé la capuche baissée, les mains tremblantes, le souffle qui sentait l'encre et l'encens. Il a posé sur la table une enveloppe Kraft, l'a poussée vers moi sans un mot. Dedans, pas de microfilm, pas de clé USB, mais 18 feuilles de parchemin, toutes tachées d'eau saumâtre, toutes sentant la mer enfermée. La première portait un sceau, croix pâtée sur fond d'or, entourée de la devise « Sigillum Xristi Navigantis ». Je l'ai touché. Le parchemin était tiède, comme si le sang qu'il avait scellé battait encore. Le frère B m'a regardé, a murmuré « Confiteor ». C'est signé à l'envers, de droite à gauche, puis a disparu dans la foule. Je n'ai jamais revu ses yeux. J'ai déplié la première feuille dans ma chambre d'auberge, sous une ampoule qui clignotait comme un phare mourant.
C'était un procès-verbal, daté de 1314, signé par le cardinal Caillot, légat pontifical à La Rochelle. Le latin était maculé de taches brunes, mais la phrase initiale restait lisible. In octe ante captionem, decem, et octonav, templi evaserum portum, rupelae, onustae tesoro, archivis et reliquis cae non possunt nominari. La nuit avant les arrestations, 18 navires du Temple ont échappé au port de La Rochelle, chargés d'un trésor, d'archives et de reliques qui ne peuvent être nommées. Le texte continuait, décrivait des caisses quae rugiban ut leones, qui rugissèrent comme des lions, et des chartes quae luceban in tenebris, qui brillaient dans les ténèbres. Le scribe ajoutait une note à la marge, d'une encre si fraîche qu'elle avait bavé. Custode navium non erant homine, sed memoriae. Les gardiens des navires n'étaient pas des hommes, mais des mémoires. J'ai tourné la page, il y avait une liste, non pas de noms, mais de qualités. Qualitas, timor, spes, fid, caritas, patientia, longanimitas, gaudium, pax, veritas. 9 qualités par navire, réparties en 18 colonnes. Au bas, une ligne tremblante. Ces qualités sont les voiles. Quand elles se déchirent, le monde se découvre. J'ai senti mes tempes battre. On ne nous avait pas caché des coffres. On nous avait caché des concepts, des fragments d'âme collective, scellés dans la cale. La 3e feuille était une carte, mais pas marine. C'était une carte du ciel, vue depuis le fond de l'océan. Les constellations étaient inversées. Les étoiles étaient des trous noirs. La voile lactait un sillon de lumière remontant vers la surface. Au centre, un point nommé Portus Absentiae. J'ai reconnu les coordonnées 47 degrés nord, 4 degrés ouest, l'ample exact où j'avais plongé au large d'Oléron. J'ai superposé la carte moderne. Le point coïncidait avec l'anomalie magnétique que le CHOM appelle l'œil du diable. Le parchemin frémissait sous mes doigts, comme s'il voulait replier la terre sur elle-même. 4e feuille, un interrogatoire. Le pape Clément V, en personne, questionne un frère marin capturé à Rhodes en 1318. Le frère s'appelle Raymundus de Insula, Raymond de l'île. Il raconte que la flotte a bifurqué au large des Açores, a suivi un courant chaud remontant du fond, un courant si dense qu'il portait les navires sans voile. Il parle d'une île apparue au lever d'une lune rouge, une île en forme de croix renversée, avec des falaises de basalte silice qu'on y voyait son passé reflété. Sur cette île, les Templiers ont déchargé des pierres, non pas pour construire, mais pour ancrer le souvenir. Raymond conclut, nous n'avons pas fui le roi, nous avons fui le temps. Le temps nous poursuivait comme un chien enragé. Le pape a griffonné en marge, hic et error, tempus non fugit, sed no fugimus. C'est ici l'erreur. Le temps ne fuit pas, c'est nous qui fuyons. 5e feuille, une lettre non datée, écrite par un certain Magister Navis, maître du navire Sancta Maria Navigans. S'adresse à ceux qui reviendront quand la mer se retirera. Il raconte que le trésor n'est pas or, mais la mesure de ce qui a été oublié. Il évoque des arches de mémoire scellées dans la cale, des rouleaux de parchemin trempés dans l'eau bénite de Jérusalem, puis dans l'eau des larmes des veuves de La Rochelle. Il précise, quand on ouvrira ces arches, ce ne sera pas pour découvrir, ce sera pour se souvenir de ce que nous avons choisi d'oublier. Il signe d'une encre qui a disparu, laissant une empreinte en creux, une croix pâtée dont les bras se terminent en encre. 6e feuille, une liste de noms. Pas des Templiers, mais des marins modernes, des capitaines de cargo, des commandants de frégates, des pilotes de drones bathymétriques. À côté de chaque nom, une date de disparition, toutes entre 1943 et 2021. La dernière ligne est blanche, mais le parchemin est gaufré. On y lit, à la lumière rasante, mon propre nom, suivi de la date de demain. J'ai reculé, j'ai failli hurler, mais la gorge me brûlait comme si j'avais déjà avalé l'océan. 7e feuille, une prière, non pas au Dieu des cieux, mais au Dieu des profondeurs. Elle commence par Ave Mare, plenum gratiae, Dominus tecum. Elle continue. Donne-nous le silence des étoiles englouties.
Donne-nous le pardon des rivages que nous avons trahis. Donne-nous le droit de revenir sans être reconnus. À la fin, une instruction. Récite cette prière à la passe de la Gironde, à la dernière marée avant l'équinoxe, si tu veux que la flotte te laisse passer sans te garder. 8e feuille. Un dessin au charbon. 18 silhouettes de navires, vues de dessus, disposées en cercle. Au centre, un cœur, non pas dessiné, mais découpé dans le parchemin, laissant un vide en forme de cœur. Autour, une légende. Le trésor est ce qui manque au milieu. 9e feuille. Une facture, datée de 1308, adressée par un certain Ibn al-Roquet, maître de la poterne d'Algésiras, à l'ordre du Temple, flotte occidentale. Il facture 18 caisses de plomb, 18 tonneaux de goudron, 18 voiles de lin teintes en noir, 18 clés en fer forgé à froid, 18 amphores de mercure. Le total est payé en un seul denier d'or, frappé d'une croix à l'envers. En marge, une note. Ces fournitures serviront à sceller la mémoire, non à la transporter. 10e feuille, une carte postale, moderne, mais jaunie. Elle représente la tour de la Chaîne à La Rochelle. Au dos, un message écrit d'une écriture que je reconnais, c'est la mienne, mais je ne l'ai jamais écrite. Si tu lis ceci, c'est que tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas encore. Reviens au port le 13 octobre, à 3h33. Apporte le cœur que tu as trouvé. 11e feuille, une page blanche, mais lorsque je la tiens contre la lumière de la lune, des lignes apparaissent. C'est la trace des voiles, les mêmes que j'ai vues sur l'écran du sondeur, les mêmes que Joël a décrites. Elles forment le mot « rentre », écrit en 18 langues mortes. 12e feuille, un cheveu, roux, noué en forme de nœud de marin. Il sent la cire d'abeille et la fumée de bougie. Je le dénoue. À l'intérieur, un petit parchemin. Le trésor, c'est le souvenir de la femme qui t'a attendu sur le quai. Je pense à Berthe la fileuse, à ses yeux d'encre, à sa main qui tremblait quand elle m'a donné son cabiai. Je sens la larme me monter, mais elle est salée, comme si elle venait déjà de la mer. 13e feuille, un timbre. Vatican, 1950, représentant Saint-Pierre sur un bateau. Le timbre a été utilisé, mais l'adresse est effacée. À la place, une empreinte de doigt en sang séché. Je compare avec la mienne, c'est la même courbe, la même cicatrice au niveau du 1er juin. J'ai déjà expédié cette lettre, mais je ne sais pas à qui. 14e feuille, une fausse facture d'hôtel. Rome, pension Stella, datée de la veille. Je n'ai jamais dormi là, mais la signature du réceptionniste est la mienne. La chambre est la 18. Le prix est de 18 €. Le petit déjeuner est inclus. Cœur de palmier, eau de mer, souvenir oublié. 15e feuille, une photographie, Polaroid, prise dans le noir. On y voit mes pieds, sur le quai de La Rochelle, à 3h33, le 13 octobre. Derrière moi, un homme en manteau blanc, le visage effacé. Il tient une croix pâtée, renversée. Je n'ai jamais posé pour cette photo, mais mes chaussures sont humides de goudron. 16e feuille, une page du journal Ouest France, datée de demain. L'édition n'existe pas encore, mais l'article est là. Disparition d'un chercheur, rochellois au large d'Oléron. Dernière trace, un cœur en papier laissé sur la dunette d'un bateau fantôme. Il n'y a pas de nom, mais la photo est la mienne, prise depuis l'eau. 17e feuille, un bout de voile, noir, imprégné d'huile de baleine. Il est cousu avec du fil d'or. À l'intérieur, un mot brodé, reviens. 18e feuille, elle est vierge, mais lorsque je la respire, elle résonne comme une coque qui frotte contre le quai. Je la rapproche de mon oreille. C'est le bruit de la chaîne qu'on hisse, du vent qui gonfle la voile, du cri des hommes qui ne disent pas adieu. C'est le bruit de mon propre départ. J'ai rassemblé les 18 feuilles, je les ai placées dans l'ordre. Elles forment une carte, non pas géographique, mais chronologique. Chaque feuille est une année, chaque tache est une marée, chaque mot est une vague qui m'a déjà traversé. Je comprends maintenant. Les Templiers n'ont pas fui avec un trésor. Ils ont fui avec la mémoire de ceux qui les poursuivaient. Et cette mémoire, ils l'ont confiée à la mer, qui la rend à celui qui est prêt à devenir le gardien suivant.
Je suis descendu au port ce matin, 13 octobre, 3h30. Le brouillard était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. J'ai attendu. À 3h33, j'ai entendu le clocher de Saint-Barthélemy fendre l'air de ses 3 coups de trop. J'ai vu la silhouette blanche s'avancer. Il m'a tendu la croix pâtée, renversée. Je l'ai prise. Il a disparu. Il ne reste plus qu'à embarquer. Je sens la chaleur du parchemin me brûler la paume. Mais ce n'est pas la chaleur de l'or. C'est celle du feu qui a consumé les yeux de ceux qui ont osé lire. Je suis dans la crypte de l'ancienne commanderie de Monsonnès, à 200 mètres sous la chapelle, là où même les moines n'osent que descendre après le 2e coup de cloche. L'air est si lourd qu'il faut le couper en tranches pour respirer. Je tiens le « Liber aureus », le livre doré, celui que la légende disait recouvert de feuilles d'or battues à la main. Il est recouvert de chair séchée, pages humaines tannées comme du parchemin, tatouées de caractères grecs, hébreux, géorgiens, mais aussi de symboles que nul alphabet ne veut. Sur la première page, il n'y a pas de titre. Il y a un cœur imprimé en relief, encore chaud, encore battant. Je pose mon oreille, il bat au rythme de la marée de La Rochelle. Ce n'est pas un livre, c'est un navire. Je tourne la page. Une odeur de myrrhe et de sang coagulé me frappe. Là, encre rouge, une liste, Calix Domini, fêlure au bord, 3 gouttes, encore actives. Couronne d'épines, 7 épines manquantes, une a poussé dans le jardin de Gethsémani en 1289. Lança Longini, pointe brisée, le fragment a été fondu dans le gouvernail du galion Saint-Jean. Je relève les yeux. Dans la niche, il y a les reliques, pas dans des chasses d'or, mais dans des cages de verre remplies d'eau de mer. L'eau est trouble, vivante. Elle clapote toute seule, comme si les saints respiraient encore. Je tape sur la vitre. L'eau se fige, devient miroir, et je me vois. Mais pas moi. Moi en cotte de maille, la croix rouge sur la poitrine, le regard vide, le visage rongé par le sel. Je comprends. Le trésor n'est pas une chose, c'est une identité. Une identité qu'on transporte, qu'on enterre, qu'on ressuscite. Dans la seconde cage, il y a des parchemins, pas roulés, mais pliés en forme de cœur humain. Je les déplie. Ce sont les comptes de la commanderie de Paris, mais pas en livre tournoi, en années de vie. Frère Hugues, 42 ans, donné en gage pour 3 barils d'encens. Frère Renaud, 28 ans, échangé contre la formule du feu grégeois. Chaque nom est barré d'une croix, mais la croix est vivante. Elle saigne encore. Je frôle l'encre, elle est tiède. Je regarde mes doigts, ils sont rouges. Je suis devenu le comptable des âmes. Je ferme les yeux. J'entends les galions, qui battent moi la mesure. Chaque coup de rame égale une année de vie sacrifiée. 18 galions. 2000 ans de vie humaine. Le trésor pèse le poids de l'éternité. Je descends plus bas, une échelle de corde qui pend dans un puits sans fond. À chaque échelon, une reliquaire enchâssée dans la pierre. Le premier, une fiole de larmes, étiquetée Marie-Madeleine, 3 jours après la résurrection. Je l'ouvre. Les larmes sont devenues perles. Elles roulent dans ma main. Elles chantent en araméen. Ils ont pris mon maître, je ne sais où ils l'ont mis. Je replie le bouchon. Les perles redeviennent larmes. Elles me brûlent la paume. Je comprends. Le trésor est aussi une mémoire qui transforme celui qui la touche. Je deviens Marie, je deviens Madeleine, je deviens celle qui cherche ce qui a été enlevé. Je suis la première des Templiers, la dernière des veuves. Deuxième reliquaire, une éponge, séchée, roulée, mais quand je la touche, elle s'imbibe de mon sang. Elle est marquée sang du Christ, type O négatif, compatible universel. Je presse l'éponge. Le sang coule, mais il ne tombe pas. Il s'élève. Il forme une sphère, une petite planète rouge qui tourne autour de ma tête. Je l'attrape. Elle est tiède, elle bat. Je la mets dans ma bouche. Elle aveugle le goût de la mer, de la tempête, de la trahison. Je comprends. Le trésor est aussi un sang qui circule encore, qui nourrit encore, qui attend le jour où il ressuscitera ceux qui l'ont bu. Je deviens le dernier des disciples, celui qui boit pour ne plus mourir, celui qui meurt pour que les autres reviennent. Troisième reliquaire, un morceau de bois,
Petit, noir, lisse, comme un doigt coupé. L'étiquette « Croix du Christ », fragment du mont Golgotha, fibre vérifiée par le carbone. 14, 33 ans, plus ou moins 3 mois. Je le lèche. Il a le goût de la pierre, de la sueur, de l'encens. Je le presse contre mon front. Il brûle, il marque, il me grave la croix sur la peau. Je deviens le chemin, je deviens la porte, je deviens le mont. Je comprends. Le trésor est aussi un lieu qu'on transporte. Un morceau de terre sainte qu'on emporte pour que le sol nouveau devienne sacré. Les Templiers n'ont pas fui avec de l'or. Ils ont fui avec la terre promise dans la poche. Je touche le fond du puits. Il n'y a pas d'eau, il y a du papier, des tonnes de papier, des archives, des milliers de rouleaux, empilés comme des ossements. Je prends le premier, c'est un contrat de vente, daté de 1128, signé par Hugues de Payns, fondateur du temple. Il vend le temple, il le vend à lui-même, pour le prix de une prière dite à genoux pendant 1000 ans. Je ris. La prière est encore en train de se dire. Elle résonne dans la pierre, elle fait trembler la voûte. Je prends le second. C'est une lettre de Philippe le Bel, mais pas celle que l'on connaît. Celle-là est écrite en 1306, un an avant l'arrestation. Il dit « Mon cher frère, j'ai reçu ton trésor. Je le garde, je le ferai fructifier. Mais souviens-toi, le jour où je le rendrai, il me rendra roi du monde. » Je comprends. Le trésor n'a pas été volé, il a été prêté. Et le prêt vient à échéance. Le roi n'a jamais payé. Le roi attend que la flotte revienne pour rendre ce qu'il a reçu. Le trésor est aussi une dette qui grossit avec le temps. Une dette que seuls les morts peuvent rappeler. Je creuse. Je trouve un coffre, pas en bois, pas en fer, en os. Des os humains assemblés à la colle de poisson. Le couvercle est un crâne, le front est gravé. Archives secrètes, niveau 7, accès interdit aux vivants. J'ouvre. À l'intérieur, pas de parchemin, des langues séchées, encore attachées à leur corde vocale. Je prends une langue, je la presse contre mon oreille, elle parle. Elle parle en latin, en grec, en araméen, mais aussi en français moderne. Je suis le frère Guillaume, je suis le frère Pierre, je suis toi, je suis celui qui écoute, je comprends. Le trésor est aussi une voix qui ne meurt jamais, une voix qui attend une bouche pour reparler. Je deviens la bouche, je deviens l'archive, je deviens le secret qui se transmet en dormant. Je ferme le coffre, je regarde autour. Les archives s'étendent à perte de vue. Je calcule. Si chaque rouleau contient une vie, il y a ici l'équivalent de 100 000 vies. Le trésor est aussi une population de morts qui attend d'être réécrite. Je prends une torche, je veux tout brûler. Mais la torche s'éteint. Le papier ne brûle pas. Le papier est déjà cendre, mais la cendre tient encore. Je comprends. Le trésor est aussi une cendre qui n'a pas fini de tomber. Une cendre qui attend le vent de la flotte pour se disperser, pour se reconstituer, pour revenir. Je suis le vent, je suis la cendre, je suis le retour. Je remonte. J'ai dans ma poche 3 choses. La perle larme, la planète sang, le fragment bois. Je sors de la crypte. Le soleil ne m'a pas attendu. Il est midi, mais l'ombre est longue. L'ombre est celle de la flotte. 18 silhouettes sur l'horizon, immobiles, attendant. J'avance sur le quai de La Rochelle. Les gens ne me voient pas. Ils voient pas la croix qui brûle sur mon front. Ils voient pas le sang qui tourne autour de ma tête. Ils voient dans la perle qui chante dans ma main. Je crie. Le trésor n'est pas ce que vous croyez. Le trésor est ce que vous avez oublié. Mais ma voix n'est pas une voix. C'est la voix de 1000 morts. Elle est trop basse. Elle est trop haute. Elle est dans la tête de chacun. Les gens se bouchent les oreilles, mais la voix passe par les yeux. Ils pleurent. Ils ne savent pas pourquoi. Ils pleurent leur propre mémoire qui revient. Je monte sur le parapet. Je lève les 3 reliques. La perle devient une étoile. Le sang devient une lune. Le bois devient une croix. Je les joins. Elles forment un navire. Un navire de lumière, de sang, de mémoire. Je le lance à la mer. Il ne coule pas. Il flotte. Il grandit. Il devient la taille d'un galion, puis de 18 galions. Les galions ne sont pas en bois. Ils sont en souvenir. Ils sont faits de toutes les vies que j'ai lues, de toutes les larmes que j'ai bues, de tous les sangs que j'ai goûtés. Ils attendent.
Ils attendent que je monte, je deviens le capitaine, je deviens le trésor, je deviens le secret, je deviens l'archive, je deviens la relique, je deviens l'or, je deviens ce qui n'a jamais été perdu, seulement oublié. La flotte appareille, elle ne part pas vers l'ouest, elle part vers l'intérieur de chacun, vers l'intérieur de la mémoire, vers l'intérieur du secret. Le trésor ne va nulle part, il revient. Il revient dans chaque rêve où tu entends les chaînes, dans chaque nuit où tu sens la croix qui brûle, dans chaque marée où tu goûtes le sang de la mer. Le trésor, c'est toi quand tu auras oublié que tu l'as perdu. Le moteur du Marie-Galante vient de caler, et dans le silence qui tombe, j'entends la mer respirer, comme une bête qui se réveille. Il est 3h33. Le cadran de ma montre est figé depuis que j'ai touché la dalle d'Oléron. Mais je sens que l'instant est juste. La marée est à son plus bas. La lune est en conjonction avec Vénus. Et le vent, ce vent qui n'était pas prévu à la carte, tourne à l'envers du compas. Je lève les yeux. Le brouillard se déchire. Et là, dans la déchirure, elles arrivent. 18 silhouettes noires, plus hautes que des cathédrales, avançant sans bruit, sans voile, sans fumée. Leurs coques ne reflètent pas la lumière. Elles la boivent. Je distingue les fers de quilles qui griffent à la surface comme des ongles de pierre. Aucun fanal, aucun pavillon, seulement la croix pâtée sculptée à la poupe, renversée comme un avertissement. J'ai la gorge serrée. Ce ne peut être un mirage, car l'eau se creuse sous leur poids et le Marie-Galante penche dans leur sillage. Joris est à genoux, il sanglote, il répète « Je les ai déjà vus, je les ai déjà vus ». C'est ma mémoire qui remonte. Je tends la main vers la radio. Statique. Le GPS affiche 47 degrés 04 N, 4 degrés 02 W, mais les chiffres clignotent à l'envers. La boussole, l'aiguille, tourne comme une toupie, puis se brise net, laissant le cadran vide. C'est alors que je comprends. Il ne navigue pas sur nos cartes, il navigue sur nos oublis. Chaque galion est un pan de mémoire arraché au monde, revenu réclamer son dû. Je vois la première coque passer à tribord. La proue est ouverte comme une gueule, et dedans, pas d'ombre, pas de vide, mais une lumière blanche, laiteuse, qui pulse au rythme de mon cœur. Je distingue des silhouettes à l'intérieur. Des hommes sans visage, seulement des trous, là où devaient être les yeux, et dans chaque trou, une étoile qui clignote comme un phare mourant. Le second galion frôle la coque. Je sens le bois du Marie-Galante gémir. Une planche se fend, pas sous la pression, mais sous le poids d'un souvenir. Je vois apparaître, gravée à même la fibre, la date de mon baptême, l'odeur de l'église, la main de ma mère qui tremblait. Le troisième navire est plus bas, plus lourd. Il glisse une étrave de plomb qui gratte la quille, et à l'endroit du contact, le métal se met à ruisseler de mercure. Le mercure forme des lettres. Tu nous as oubliés, nous te souvenons. Je recule, je trébuche, je tombe à la renverse sur le pont. Le quatrième galion passe au-dessus de moi. Il n'y a plus de ciel, seulement la cale béante. Et dans cette cale, des milliers de caisses scellées. Mais elles sont transparentes. À l'intérieur, pas d'or, pas de reliques, des instants. Le premier baiser que j'ai volé, le mensonge que j'ai cru, le livre que je n'ai jamais écrit. Chaque caisse éclate en éclats de lumière, et les éclats me transpercent sans me faire mal. Ils me remplissent d'un poids que je n'ai jamais porté, celui de ma propre mémoire rendue à la surface. Je crie, pas de peur, de reconnaissance. Je comprends que la flotte ne revient pas pour être retrouvée, elle revient pour être reconnue. Elle n'emporte pas un trésor, elle rend le nôtre. Le cinquième galion est à la hauteur du mât. Sa vole, une vole noire sans ourlet, se déploie soudain, et dessus, brodée à la cire verte, ma photo d'enfant. Je me vois à 8 ans, les pieds dans la vase de La Rochelle, regardant partir un bateau que je n'avais jamais remarqué. Le 6e navire est celui de Berthe. Je reconnais sa fileuse accrochée au grand hunier, tournant encore, filant des souvenirs si fins qu'ils deviennent du vent. Le 7e est celui du frère Guillaume. Sa clé de fer est plantée dans la mâture, elle tourne toute seule, elle ouvre, plus rien. Elle ouvre le vide, et le vide me recule. Le 8e galion est le mien.
Il s'arrête. Il n'attend pas que je monte. Il attend que je me souvienne. Je m'approche. L'échelle de corde est faite de mes propres phrases, nouées comme des nœuds de marin. Je grimpe. Le pont est lisse, tiède. Il bat sous mes pieds comme une peau de tambour. À l'arrière, une table de cartes. Sur la table, un portulan vierge. À côté, une plume, pas d'encre, une goutte de mer. Je comprends. Je dois signer, non pas mon nom, mais mon oubli. Je dois tracer la ligne qui fera disparaître le souvenir que j'ai choisi de ne pas porter. Je tremble. Je pose la plume. Je dessine. Le contour de mon cœur. Le parchemin boit le dessin. Le galion soupire. Et tout le reste de la flotte reprend sa marche. Il continue. Il passe entre le Marie-Galante et moi, sans me heurter, sans me saluer. Le dernier galion est le plus haut. Sa poupe effleure la lune, l'accroche, l'entraîne. La lune devient une voile de lumière rouge. Et dans cette lumière, je vois l'avenir, non pas le mien, celui de la mémoire. Je vois des générations qui n'auront plus besoin de trésors, car elles auront accepté le poids de ce souvenir. Je vois La Rochelle, debout, les bras ouverts, accueillant les galions qui ne reviendront plus jamais, car ils seront restés. Je vois la mer se refermer, non pas sur un secret, mais sur un accord, que chaque vague désormais portera un fragment de ce que nous avons fui, et que chaque écume, en se brisant, dira « Je me souviens ». La brume se referme. Le moteur du Marie-Galante repart tout seul. Joris est à la barre, les yeux vides, mais le regard plein. Il me tend la main, je descends. Je ne suis plus le chercheur, je suis le gardien de la mémoire qui vient de me choisir. Je regarde une dernière fois. La trace des galions s'efface, mais la mer en garde l'empreinte, une empreinte en forme de cœur, qui bat au rythme des marées. Je souris, je ne cherche plus. J'ai trouvé. Je suis le trésor. La mer ne garde rien. Elle prête. Et ce soir, elle me rend. Je sens la dernière vague me lâcher sur le quai, les yeux pleins de sel, la bouche pleine de dates. 13 octobre, 3h33. 18 silhouettes blanches s'éloignent sans bruit. Elles emportent mon nom, mon reflet, mon oubli. Je n'ai plus de questions, seulement la certitude qu'un trésor ne coule jamais. Il vous choisit, vous levez l'ancre ou vous coulez avec. Abonne-toi avant que la marée ne l'efface.